Vous m'aviez expliqué que dans votre cabinet, vous aviez toutes sortes de couples. Alors, vous avez le couple classique, hétéro, on va dire, mais vous avez aussi le couple homosexuel, Oui. les couples homosexuels, Oui. homme, femme. Vous avez des travestis, des trans, Les transvestis, des transvestis. Vous allez les transsexuels, nous expliquer tout ce que c'est. transgenres. Alors, les est-ce que... transparents aussi. Essaye de me faciliter la tâche, Oui, Chantal. Ne soyez pas dissipée. Je me motive. Est-ce que les problématiques des couples qui ne sont pas hétéros sont les mêmes? Alors curieusement, de l'extérieur, on a l'impression que c'est différent, mais en fait, dans le métier de sexologue, on se rend compte que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand un couple homosexuel vient consulter, que ce soit des hommes ou des femmes, eh bien, les problèmes de mésentente, de disparité de demandes sexuelles, de jalousie, etc., sont à peu près les mêmes. Et donc moi, très vite, en fait, dans la consultation avec eux, j'en oublie que c'est un couple un petit peu à part. Vous voyez ? Je ne sais pas que c'est deux femmes, je sais que c'est un couple, mais j'en oublie que c'est un couple homosexuel, puisque finalement, les problématiques se rejoignent. Et... il ne faut pas que je m'arrête brusquement. Ah, ouais, là, non, je fais un coitus interruptus. Généralement, c'est à l'homme de s'occuper de ça, mais bon, voilà. Faut que je fasse tout, là, c'est pas possible. Néanmoins, dans un couple homosexuel, on peut s'imaginer qu'il n'y a pas la même... quand on est dans un rapport homme-homme ou femme-femme, Oui. on n'a pas le rapport, forcément, évidemment, c'est une palissade homme-femme, avec une pression sociale peut-être pour une femme ou un homme qui n'est pas la même. Qui n'est pas la même. Oui. Alors moi, je suis... par contre, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'effectivement, on avait dit tout à l'heure que les hommes et les femmes ne sont pas de la même espèce, mais c'est vrai que souvent, quand je discute avec les gens sur leur vie en général, je me rends compte, par exemple, qu'un couple de femmes lesbiennes, puisque le terme, on a le droit de l'utiliser, c'est un terme correct, un couple de femmes lesbiennes s'entend très bien. Parce qu'elles sont cocooning ensemble, elles font des gâteaux ensemble, elles décident d'avoir un chien. Enfin, c'est très cocooning. Et il n'y a pas ce heurt, vous savez, du masculin tout d'un coup qui veut autre chose, etc. Et ça m'a toujours beaucoup interpellée, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ce heurt du masculin qui veut autre chose? C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure que les hommes et les femmes ne se comprennent pas toujours, parce qu'ils sont différents, et qu'on dit « Ah oui, mais tu ne peux pas comprendre parce que tu es un homme ». Alors que là, si par exemple on parle d'un couple de lesbiennes, elles s'entendent bien parce que ce sont deux femmes, avec les mêmes prérogatives, avec les mêmes façons parfois de voir les choses. Et donc, c'est vrai que souvent un couple de lesbiennes, sur un plan totalement social et un plan de la vie en général, s'entend très très bien. Et pour un couple d'hommes, c'est différent? Ah non, c'est pas forcément différent. Non, un couple d'hommes, la différence avec un couple d'hommes, c'est que les homosexuels ont l'habitude d'avoir souvent, avant qu'ils ne se mettent en couple, du multipartenariat. Voilà. Alors c'est comme ça, parce que ce sont des hommes. On disait tout à l'heure qu'ils ont plus de testostérone, etc. Et lorsqu'ils se mettent en couple, il y a un très très gros problème de fidélité. Et c'est là où ils doivent véritablement lutter pour rester avec une seule personne et en couple, notamment si cette personne souhaite avoir un couple, disons, fidèle. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve plus dans un couple d'hommes? Oui, davantage, oui. Et un couple d'hommes est plus sexué qu'un couple de femmes, par exemple. Puisque la testostérone des hommes font qu'ils ont plus d'envie, plus de désir, etc. Je rebondis sur l'homosexualité. Qu'est-ce que vous pensez de cette grande crise qu'il y a eu en France autour du mariage gay? Est-ce que c'est symptomatique de notre société? Je crois que c'est l'évolution naturelle des choses, finalement. Alors, vous savez, encore il y a très peu de temps, les homosexuels étaient considérés comme des gens malades. Ils étaient dans le DSM, pas 4, mais dans les descriptions psychiatriques, ils étaient considérés comme malades. On en est enfin sorti. Et il y a eu pendant très longtemps encore des accompagnants, des soignants, des psys de tout genre qui souhaitaient, lorsqu'un homosexuel consultait, le guérir de son homosexualité. Donc moi je pense que c'est l'évolution naturelle de la société. Et concernant les enfants, parce que vous allez me poser peut-être la question sur les enfants. J'aimerais juste que vous complétiez, parce que ma question était plus sur tout ce qui a été dit autour de ça, sur toute la contestation qu'il y a eu autour de ça.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'homophobie quand même encore. Hein. Voilà. Les hommes, par exemple, ont plus peur de l'homosexualité que les femmes, parce qu'on apprend aux hommes, depuis qu'ils sont enfants, d'être vraiment des hommes. Vous voyez, de dire, tu n'as pas le droit de pleurer quand tu tombes parce que tu es un petit garçon, hein, tu deviendras un grand garçon, alors que les femmes, on a le droit de pleurer. Donc, les hommes doivent, toute leur vie d'homme, prouver qu'ils sont des hommes. Et là, on rejoint la sexualité. Lorsque, par exemple, un homme devient moins puissant ou qu'il a des 10 érections, il se pose des questions sur sa masculinité. Alors qu'une femme, vous regardez une petite fille de 3 ans avec des petites boucles en plastique ou une dame âgée de 90 ans avec toujours des boucles en plastique, c'est toujours des femmes. Elles ne se posent pas cette question-là. Alors qu'un homme doit toujours lutter pour rester dans son statut de masculin. Alors qu'en fait, qui ne peut pas être autre chose. Moi, je dis souvent aux hommes qui viennent consulter, ben oui, vous êtes masculin, vous n'êtes pas une dame, vous êtes un monsieur. Mais dans le masculin, on a de l'hypomasculin et de l'hypermasculin. C'est-à-dire l'hypomasculin, c'est le monsieur qui se sent avec des muscles pas très importants, qui se sent pas une femme, mais il se sent pas, disons, hypermasculin. Et l'hypermasculin, c'est la personne qui va fréquenter des salles, qui va faire de la musculation, qui va s'habiller en cuir, etc. Et de même que pour les femmes, on a de l'hypoféminin et de l'hyperféminin. Donc l'hypoféminin pour une femme, eh bien, c'est des femmes qui ne sont pas très féminines comme on dit, mais ce n'est pas parce qu'on dit d'une femme qu'elle n'est pas féminine qu'elle est un homme. Et l'hyperféminine, eh bien, c'est la femme qui est très maquillée, avec des talons, avec des seins, avec des plumes, etc. Et elle est hyper féminine, voilà, parce que c'est son style, etc. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite remarque à ce sujet. Les personnes transsexuelles, qui sont notamment des hommes qui deviennent des femmes, c'est la majeure partie des cas, hein, dans 9 cas sur 10, ça se passe dans ce sens-là, comme quoi on préfère d'être des femmes, hein, apparemment. Eh bien, les transsexuels, lorsqu'ils sont devenus des femmes ou en cours d'être des femmes, sont toujours hyper féminins. Ils ont plein de choses féminines. Oui, c'est peut-être aussi parce que c'est plus facile de couper que de connaître. Mais je sais pas, moi je côtoie donc dans ma clientèle des transsexuels et parfois ils me disent, enfin elles me disent, hein, Je suis désolé. il est terrible, hein. Mais avant c'était une femme. Mais c'est réussi quand Ça même. devait rester entre nous, Chantal. Oh mince, j'aurais pas dû dire. Mais c'est bien, les poils et tout, hein, bien fait. Hein. Ils lui ont enlevé les seins, ils ont tout fait. Hein. Et je vous raconte pas le reste. Hein. Eh ben, j'aime autant pas. Donc, nous disions donc. Pardon. Non, mais. Oui, je disais que les transsexuels, masculins à féminin, lorsqu'ils sont dans le féminin, sont toujours exagérément féminins. Et moi, j'en ai dans ma consultation et qui me disent « Oh là là, je téléphone parce que je vais être en retard, je vais jamais y arriver. » Mais je dis « Mais viens comme tu es. Les autres femmes, parfois, il y a des jours, on n'est pas coiffé, pas maquillé. Tu t'en fous, tu viens comme « Ah non, ça jamais je pourrais. Aussi longtemps que j'ai pas mis les fossiles, refait les ongles et remis le brushing, je peux pas venir. » Donc, ils sont hyper féminins. Alors, comment vous gérez ces gens, donc ces hommes qui veulent devenir des femmes? Oui. J'imagine que c'est pas quelque chose de facile à faire. Oui. Alors, je parle de la psychologie évidemment. On parle beaucoup du sexe neutre ces derniers temps, puisqu'il y a un projet d'adopter donc un troisième genre, troisième sexe. Oui. Comment ça se passe dans la tête des gens? Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en France, il y a une obligation de soins de 2 ans. De thérapie. Donc les gens viennent parfois à reculons d'ailleurs chez moi parce qu'ils sont obligés de faire un parcours de 2 ans chez un thérapeute pour bien savoir s'ils ont envie de changer de sexe. Il y a également un examen clinique psychiatrique qui se fait. Il y a beaucoup d'analyses qui se font avant de pouvoir, disons, faire le geste final. Après, il y a beaucoup de transsexuels qui sont transsexuels tout en gardant encore leurs attributs au niveau génital.
Donc ce que l'on commence à faire, c'est généralement un traitement hormonal, c'est-à-dire que chez les hommes qui veulent devenir des femmes, on va descendre la testostérone pour avoir moins de système pileux qui fonctionne. Et puis ensuite, généralement, on a besoin d'un chirurgien et c'est un travail qui se fait entre le chirurgien et le psychologue et la personne, évidemment. C'est très important parce que dans certains pays, on peut changer d'identité sexuelle rapidement. Et cela génère derrière des choses qui sont mal vécues et beaucoup de suicides. Alors, est-ce que ça tient plus du fantasme ou d'une vraie réalité physiologique ? Vous voulez dire le fait de vouloir se transformer, oui, enfin... oui. Ah non, c'est une vraie souffrance. Hein. Moi, je vois des gens... je les respecte beaucoup, d'ailleurs, les transsexuels, parce que je me dis souvent que le vrai bonheur chez un être humain, c'est de se sentir bien dans son genre. Vous voyez, de dire, bah, je suis une femme, je suis contente d'être une femme. Je suis un homme, je suis content d'être un homme. C'est important. Quand on disait tout à l'heure, c'est pas la même chose d'être un homme et une femme, ben oui, mon sang, c'est pas la même chose. Et c'est très important d'être bien incarné dans son féminin, même si c'est un hypo ou un hyper féminin, ça on s'en fiche. Donc c'est très important. Et donc ces gens-là sont très malheureux parce que ça arrive très, très tôt dans leur vie où ils ne se sentent pas dans le bon genre. Alors souvent on dit oui, mais c'est la maman qui les a habillés en garçon, en fille, etc. Oui, il y a des cas comme ça, mais parfois, moi j'ai longtemps suivi une personne très jeune qui a 24 ans et qui se sentait toujours une petite fille alors que c'était un petit garçon. Et donc elle a beaucoup lutté, elle a fait beaucoup de choses pour en arriver là. Je l'ai suivie dans ma consultation parisienne. Elle faisait de la lap dance alors qu'elle était encore un homme. Mais je lui disais, par curiosité, mais qu'est-ce que vous faites avec votre pénis ? Et elle me disait, vous allez voir, le jour où on va m'opérer, parce que j'assistais à son intervention sur sa demande, elle me dit, vous allez voir, j'ai un petit sextour rabougri, parce que je le colle contre la cuisse avec des sparadraps pour ne pas qu'on voit que j'ai un pénis, pour faire de la lap dance le soir. Voilà, donc là j'arrête brutalement, mais voilà, donc elle a eu tout un parcours. C'était une personne très très belle qui était métissée, et je me souviendrai toujours. Je partageais à cette époque-là mon cabinet avec une autre personne qui avait aussi des clients dans sa salle et donc qui recevait cette personne, le chirurgien. Et j'avais un de mes patients qui était dans la même salle d'attente. Et il est revenu, alors qu'il avait vu cette fille dans la salle d'attente, il est revenu, il m'a dit, écoutez Chantal, j'ai vu une fille dans la salle d'attente de votre confrère, elle est tellement belle, je me demande si c'est une vraie femme. Et alors je lui ai dit, mais vous pensez que c'était quoi d'autre ? Ah non, il a dit, c'est... Vous voyez, donc il a eu cette intuition de se dire, mais c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, ce genre de personne. Et donc, effectivement, elle est allée jusqu'au bout. Et elle s'est donc fait opérer et on lui a enlevé son pénis. D'ailleurs, on ne retire pas le pénis, on le tourne comme une chaussette. Et le fait de le tourner, ça le transforme en vagin. Voilà. On retire le moins de choses possible pour faire le moins de mutilations possible. Lorsque c'est terminé, vous seriez très surpris. Je n'ai pas emmené de photos parce qu'il a dit que je ne pouvais pas faire un diaporama forcément. Parce qu'après le repas, comme ça peut être un peu difficile à supporter. Vous êtes très joueuse, Chantal. Dites-moi, quand on vient consulter chez vous, il y a de la réaction. Il y a de la réaction, oui, mais les gens visualisent en fait. Le coup de la chaussette. Enfin, je pense que les hommes... C'est dur, hein. D'ailleurs, je vais vous dire une petite anecdote au sujet de cette opération-là. On était donc plusieurs, on avait mis une jolie musique, elle était très contente de faire cette opération. Et j'ai constaté que son pénis n'était pas du tout petit, comme elle disait, parce qu'il y a eu une érection quand on a mis un instrument dans l'urètre. Et elle pensait qu'il était petit dans sa tête parce qu'elle le rejetait, voyez. Et par contre, ce que l'on fait, on retire les bourses, effectivement, on retire les testicules. Et je me souviendrai toujours que j'avais un chef de bloc à côté de moi qui me disait, Chantal, quand ils vont enlever les testicules, moi je vais m'évanouir alors qu'il était chef de bloc. Je ne vais pas supporter ça, je vous préviens, je ne reste pas. Et le chirurgien, effectivement, a retiré ça. Et le pauvre est devenu très blanc. Et dans sa masculinité, il n'a pas supporté. Il est sorti du bloc. Oui, on peut comprendre.
Alors, je vais enchaîner et vous me pardonnerez tous, je l'espère. Donc, cet homme donc, qui avait une vue de son pénis qui n'était pas exactement celle qu'il pensait. Oui, donc je m'attaque à la taille, si je puis dire. Et c'est la blague. Je savais qu'il allait me demander. Non mais non, mais, en fait non, je voulais pas, mais bon, puisqu'on y est. C'est la blague classique, c'est pas une question de taille. Et finalement, je pense, alors en dehors de la blague, c'est quelque chose de plus important que ça, puisque la représentation de la taille du sexe, c'est quelque chose de très important. Pour un garçon, pour un garçon, oui. je pense qu'aucun garçon ne n'ira là-dedans. Et voilà. Et comment ça se gère dans l'inconscient de quelqu'un? C'est-à-dire, oui, j'ai un petit sexe. Voilà, alors d'abord j'ai un petit sexe, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, hein, puisqu'on peut avoir cette sensation d'avoir un petit sexe à cause vous savez, le syndrome de la douche où les hommes se voient donc nus quand ils font du sport, etc. ensemble. Donc c'est ce syndrome-là. Et puis il y a une différence entre le sexe à l'état qu'on appelle nous flaccide, c'est-à-dire normal, et l'état en érection, c'est-à-dire normal aussi. Hein, puisqu'une érection fait beaucoup de bien à un pénis, ça met du sang dans le corps caverneux comme dans une éponge. Et vous savez, les messieurs qui ont des érections nocturnes, enfin les messieurs qui sont là parmi nous, une érection nocturne, ça sert à hydrater le pénis. Donc c'est très très bien. Aussi longtemps qu'on en a, c'est très bon pour le pénis. Donc le pénis content, il est plutôt en érection, hein, je vous le dis tout de suite. C'est comme ça, hein, quand on discute, oui, mais je pense que les gens... Alors donc l'état flaccide du sexe est bien sûr est plus petit généralement que l'état d'érection du sexe, et la taille c'est entre 7 et 10 cm en état flaccide avec une circonférence de 8 cm, et en état d'érection c'est entre 10 et 15, vous voyez, donc il y a une différence quand même, et avec une circonférence de 12 cette fois-ci pour un sexe dans la moyenne et dans la courbe de Gauss normale. Après, c'est difficile à mesurer, hein, parce que les gens ils me disent « Oui, j'ai mesuré, mais je ne savais pas si c'était vraiment de là qu'il fallait mesurer à là, etc. Hein » Et... Ah oui, ils me disent ça, les gens me disent « Mais comment est-ce que ça se mesure ? Vous m'avez dit c'était tant et tant, moi j'ai essayé, j'ai pris le double décimètre du gamin, enfin bon, toute une histoire. » Il y a un homme politique un jour qui a dit qu'en matière de sexe, il fallait prendre des mesures. Hein. Voilà. Alors ça, c'est la vue de l'homme, mais quelle est la vue de la femme ? Alors, les hommes pensent souvent que les femmes aiment des grands sexes. D'abord, il y a une différence entre la longueur et l'épaisseur, hein, puisque ce n'est pas du tout le même débat. Les hommes, souvent, les femmes souvent disent « Mais non, chérie, ton sexe, il est bien. » Et souvent, c'est vrai. Et les hommes trouvent souvent que leur sexe n'est pas assez grand, parce que les hommes, dans l'image qu'ils ont d'eux, ils trouvent toujours que ce qu'ils ont n'est pas suffisant. Alors que les femmes, ce qu'elles ont, c'est toujours trop. Vous voyez, nous, les femmes, on a trop de seins, trop de fesses, trop de gras, trop de trucs. Et les hommes, ils n'ont pas assez de muscles, pas assez de cheveux, pas assez de poils et pas assez de pénis. Donc en fait, oui. Mais donc pour répondre à la question... C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est vraiment vrai. Hein. Donc pour répondre à ma question, est-ce que c'est important donc, pour les femmes ? Oui, alors oui, quand même, c'est important pour les femmes. Mais je dirais que ce qui est surtout important, c'est le bon amant toujours. Parce qu'un bon amant qui a un mauvais amant qui a un grand pénis, on n'est pas bien avancé finalement. Donc ce n'est pas une question de taille, donc vous avez répondu à la question. Après, il y a des micro-pénis. Oui, alors ça, par contre, ça c'est différent. Alors, il y a des micro-pénis, ça c'est différent. Non, mais ça c'est un vrai problème chez les hommes. Alors ça, c'est un vrai problème. Et en principe, les micro-pénis n'existent plus de nos jours, parce que les petits garçons sont surveillés, les pédiatres surveillent les enfants pour voir quelle est la taille de leur pénis. Et s'ils ont un pénis vraiment anormalement petit, généralement, ils sont complémentés avec des hormones, notamment de la testostérone, avant l'âge de la puberté, de manière à ce que le sexe grandisse. Mais ça, c'est depuis 10 ans, 15 ans. Avant, il y avait encore des micro-pénis. Et moi, dans ma consultation sexologique, j'ai vu des micro-pénis et je vous assure que là, franchement, on peut se faire du souci.
Oui. Qui doit se faire des soucis? Tout le monde. Tout le monde, ouais. Absolument tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Mais écoutez, je crois que je vais passer la main. Hein, il est... Et je vais proposer aux gens de poser leurs propres questions. On va voir si les ricanements sont du même côté. Voilà, donc si vous avez des questions à poser à Chantal, quel que soit le domaine, je vous en prie. Je vous avais dit que ça ne serait pas forcément évident. Donc, c'est toujours les mêmes qu'avec un... Donc, je continue maintenant, mais c'est pas mon problème. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas à m'interrompre. Non, non, pas du tout. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc, on parle... Non, mais là, c'est pas drôle. Vous parlez de médecine esthétique et de chirurgie esthétique. Alors, j'aimerais déjà que vous fassiez le distinguo entre les deux choses. Alors la médecine esthétique, c'est non invasif, hein, c'est moins invasif évidemment que la chirurgie esthétique. Donc ça concerne tout ce qui est comme injection, tout ce qu'on fait comme traitement sur la peau et qui change effectivement l'image. Et la chirurgie esthétique, c'est quelque chose de beaucoup plus invasif et qui est permanent et irréversible. Vous savez que des injections de Botox, etc., ne sont pas permanentes et sont donc réversibles, alors que le fait de faire un lifting, de faire un nez, de faire des seins, eh bien, c'est quelque chose de permanent. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la chirurgie esthétique. Et moi, je préconise bien souvent que les gens se fassent accompagner, notamment pour des choses assez importantes, en amont et en aval. Et donc, je travaille avec un chirurgien qui fait ce genre d'intervention en amont et en aval et sur l'image de soi. Alors oui, alors quel est exactement votre rôle? C'est un rôle préventif? Alors c'est un rôle toujours de psychologue ou de psychothérapeute, de dire mais pourquoi vous voulez faire ça? Est-ce que ça a du sens? Par exemple, une femme qui vient, elle a déjà fait 2 fois ses seins, elle veut encore faire ses seins. À un moment donné, pour le chirurgien, ça devient compliqué parce qu'il ne sait pas si c'est important et nécessaire de refaire ce même geste. Voyez. Alors il y a des choses qui coulent de source, où les gens veulent faire des choses, ça coule de source. Et d'autres, ça coule moins de source. Donc le travail du thérapeute, c'est d'interroger la personne et de savoir pourquoi elle veut faire ce genre d'intervention et si elle n'est pas éventuellement dysmorphophobique. Alors une personne dysmorphophobique, c'est une personne qui a peur de son corps, qui se trouve moche et qui fait plein de choses. Et il y a malheureusement des chirurgiens qui acceptent de faire tout ça. C'est comme ça qu'on est arrivé à la catastrophe de Michael Jackson. Hein? Ah bon, allez-y, je ne sais pas. Où lui, il a fait... C'est au fil des transformations que... il a voulu faire des transformations. Bon, certes, il a voulu devenir blanc au lieu d'être noir. Bon, ça, c'était pas le plus important. Mais Michael Jackson a fait trop d'opérations esthétiques dans son visage, notamment, jusqu'à ne plus avoir d'os du nez. Il n'avait plus rien. Et à force de l'opérer, il a eu un visage, un non-visage, en fin du compte. On a même été obligé de lui faire des transplantations d'os, puisqu'il n'avait plus d'os, il n'avait plus de pommettes, il n'avait plus de nez, il n'avait plus rien. Et donc ça s'appelle de la dysmorphophobie. Et nous, lorsqu'on reçoit quelqu'un, on lui demande qu'est-ce que la personne veut faire. Et si la personne me dit vous savez, après les seins, je veux faire les fesses, puis après je veux faire ci, après je veux faire ça, on est dans un cas pathologique où généralement on préfère s'abstenir et ne pas faire l'intervention. Est-ce que le rôle de... Est-ce qu'il y a une pression sociale justement pour avoir des envies comme celle-là, voilà, d'avoir des seins plus gros, d'avoir un nez plus petit, d'avoir... est-ce qu'il y a un rôle des médias? Est-ce qu'il y a un rôle de l'industrie pornographique, par exemple? Je pense à ça, puisque... Pour les seins, oui. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un rôle? Oui, parce que tout le monde maintenant doit être beau. Hein. Vous avez vu dans les séries, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et c'est vrai que les gens regardent beaucoup les séries. Les séries, c'est très intéressant parce qu'on s'attache aux personnages. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille absolument une série, et même je vous la recommande, enfin tout ce que je peux fortement, c'est de regarder Masters of Sex.
C'est la vie de Masters et Johnson, donc c'est les précurseurs de la sexologie dans les années 50 et 60, et c'est drôlement, drôlement bien fait. Et on voit comment, à ce moment-là, on a trouvé comment fonctionnait le cycle de la réponse sexuelle des humains. Donc ça s'appelle Masters of Sex. Il y a 3 ou 4 séries, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. C'est très très bien fait. Et en plus, vous savez quoi, c'est très sensuel, c'est très érotique. Parce que moi, je ne savais jamais si entre Masters et Johnson, nous, on nous apprenait ça à la fac. Non, on ne sait pas Masters et Johnson. Alors, si vous voulez, Masters, c'est Bill Masters, qui est un gynécologue du Middle West à Saint-Louis, pour ne rien vous cacher. Et il cherche une assistante qu'il trouve et qui est Virginia Johnson. Et ces 2 personnes finissent par devenir un couple professionnel remarquable. Et ce sont eux qui font les premières études de la sexualité humaine en laboratoire. C'est-à-dire qu'ils font des petites annonces et les gens font l'amour devant eux avec des caméras. Ils étudient ce fameux cycle de la réponse sexuelle, du pré-contact, des préliminaires, de la jouissance, etc. Et c'est l'histoire de ce couple-là. Et ce sont ces gens-là qui ont fait une avancée extraordinaire dans la sexologie. Vous voyez, la sexologie, et c'est très jeune. Les tout prémices de la sexologie, c'était au 19e siècle. Et ce qui intéressait la sexologie à cette époque-là, c'était 2 choses. C'était la syphilis et le viol. Donc après, on a heureusement évolué. Et Masters et Johnson, donc regardez la série, si vous regardez parfois des séries, elle est très très bien faite. Alors oui, ce que je voulais dire pour les séries, c'est que les séries, on s'attache aux gens, on les connaît, on a le temps de les regarder, ça dure des heures, etc. Or, les gens dans les séries, ils sont tous très beaux, ils ont des beaux nez, ils sont minces, ils sont tout ça, ce qui fait que nous aussi, on a envie d'être comme ça. Et il y a une forte pression, bien sûr, du corps magnifique qui est exposé dans le métro, etc., et où tout le monde veut être mince, beau, jeune, etc., et où ça pose d'ailleurs de très gros problèmes, notamment à l'heure actuelle, pour ces fameux régimes amaigrissants qui sont très très mauvais et qui ne fonctionnent jamais. Puisque les gens perdent, 8 kilos, ils en reprennent 10. Donc c'est très très... maintenant c'est très controversé et j'incite vivement, moi, les gens qui me parlent de ça, de consulter des nutritionnistes, de bien se renseigner là-dessus, parce qu'un morceau de gras ou un morceau de graisse n'est pas simplement une plaquette de graisse, c'est pas du sein doux. Dans la graisse, il y a des hormones, il y a tout un tas de matières génétiques, des cellules qui sont très très importants et qu'on ne peut pas négliger impunément. Alors, est-ce que quelqu'un veut quand même poser une question ? C'est très très timide ce soir. Tout va bien chez tout le monde, y a pas de souci. Ah, une question. Micro. C'est gentil pour Hervé, monsieur. Ouais, c'est vraiment très sympa. C'est bien. Je suis allé voir un film là il y a quelques jours qui s'appelle Mon Roi. Avec Vincent Cassel et puis Bérénice Bejo. Elle avait un problème dans le film. Elle disait qu'elle était complexée parce qu'elle a un vagin trop grand. Alors, est-ce que vous, femmes, vous avez, comme nous, on a des micro-pénis ou des hyper-pénis, etc. Est-ce que vous avez des complexes ? Est-ce que vous avez des soucis avec un vagin trop serré, trop large, etc. Voilà. Oui, c'est une question très, très novatrice que vous posez, monsieur. Parce que jusqu'à présent, on ne s'est pas beaucoup intéressé à cela. Et lorsque les femmes venaient consulter en disant « j'ai l'impression d'avoir un vagin trop grand », on appelle ça une béance vaginale, eh bien on leur disait « oh, vous n'avez pas fait bien vos séances de kiné lorsque vous avez eu l'accouchement, etc. » Donc c'est vrai que maintenant, on s'intéresse à cette problématique. Et on peut notamment constater des dégâts lorsque les femmes ont eu des accouchements par voie basse, comme on dit, et qui dilatent les parois du vagin, mais pas que les parois du vagin, ça dilate tout l'intérieur de la sphère génitale, et ça casse notamment des muscles. Et donc il faut savoir que tout ça, ça se répare. Ce sont des opérations chirurgicales qui durent 3 heures.
et qui permettent de refaire un vagin, comme nous on dit, de jeunes filles, c'est-à-dire de personnes qui n'ont jamais eu d'enfants. Parce que c'est essentiellement la maternité, enfin donc les accouchements rapides ou des gros bébés, etc., qui provoquent ce genre de dégâts. Et c'est bien de poser cette question, monsieur, parce que vraiment ça existe et les femmes sont très honteuses parfois d'avoir ça, puisque là, à ce moment-là, maintenant, si on revient sur la taille du pénis, lorsqu'une femme a un vagin dilaté, l'homme a l'impression d'avoir un pénis plus petit, puisqu'il ne sent pas les parois, voyez ? On s'y perd. Une petite cuillère dans un bol vide. C'est pas rien de le dire, hein. Oui. Une autre question. C'était une très bonne question, hein. Très bien. Voilà, donc... Qui a envie de poser encore une bonne question ? C'est une question personnelle pour vous. Pour vous, chère madame. Vous avez un charme fou. Personnellement, vu votre métier, comment que ça se passe dans votre vie de couple, sans donner trop de détails ? Je dis, est-ce que vous n'êtes pas déformé par votre métier ? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez des amants ou pas ? J'en sais rien. Voilà. Coupez les micros. Vous n'avez pas une formation professionnelle, tout simplement. J'ai un joker là-dessus. Ouais, voilà. Oui. Alors, je peux rebondir un petit peu sur la question parce qu'elle est drôle, mais en même temps, on m'en a posé une autre à votre sujet, un peu moins personnel. Est-ce que vous faites draguer par vos clients ? Non, jamais. Non, non, parce que je crois qu'on instaure une relation tellement... Alors, vous savez, je crois qu'il y a toujours cette notion de transfert, aussi bien pour une femme que pour un homme, etc. Parce que finalement, c'est le transfert habituel du psy et ainsi de suite. Mais non, je ne me fais pas draguer par les clients. Et puis, c'est vrai que parfois, je rentre le soir pour répondre à la question de monsieur. Et j'ai parlé depuis 10 heures. Hein. Il m'arrive parfois de faire des consultations du matin jusqu'au soir de sexe. Et c'est vrai que le soir, j'ai plus envie de parler de sexe. Je n'ai pas dit la suite. Ouais. Une autre question ? Il n'y en a pas beaucoup. J'aimerais que vous nous parliez de la Gestalt. Oui. Alors, il y a un livre là que j'ai écrit avec un ami qui est psychiatre et qui est le président de l'école parisienne de Gestalt. Donc, si vous voulez, la Gestalt, moi j'ai fait des études classiques de psy à la faculté de Strasbourg. Et lorsque je suis sortie de là, je me trouvais très froide, peu empathique, etc. Et j'ai rencontré des gens qui faisaient donc de la Gestalt thérapie et j'ai refait tout un parcours de formation à Paris de presque 10 ans en Gestalt thérapie. Alors la Gestalt thérapie, c'est une thérapie absolument magnifique parce que c'est une thérapie humaniste et qui prend la globalité de l'individu en compte. C'est-à-dire pas uniquement les rêves, mais également le corps, justement, l'aspect social, l'aspect émotionnel, etc. Et qui a un outil merveilleux qui s'appelle la courbe du contact. Et moi, j'utilise énormément la courbe du contact, c'est-à-dire que toute situation a une courbe du contact avec un début, un engagement, un plein contact et une fin. Et par exemple, dans les couples oublient qu'ils ont ce genre de courbe du contact. On débute, on s'engage, on vit ensemble, et lorsque ça ne va pas bien, il faudrait qu'on soit suffisamment adulte pour se dire on est en train de descendre, on fait un désengagement, et on termine notre couple gentiment. Or, bien souvent, lorsqu'on veut se remettre en couple, on n'a pas fini le cycle précédent. Et moi, j'invite souvent les patients à terminer d'abord ce cycle, les griefs, tout ce qui n'allait pas, avant de se remettre en couple. Parce qu'on a souvent des couples ou des cycles qui se chevauchent et qui ne peuvent pas donner un succès franc pour le prochain couple. C'est-à-dire, vous parlez bien du même couple, mais qui travaille sur son... Non, vous parlez... un couple qui termine. Un couple qui termine et un autre couple qui se reforme. Un couple qui termine et les personnes de ce couple veulent se réinvestir dans un autre couple. Donc ils doivent terminer leur histoire. Mais souvent, ils doivent terminer leur histoire. Okay. Et quand on leur demande est-ce que vous avez fini, est-ce que c'est terminé, ben oui, c'est fini, mais en réalité, il y a une sorte de déni et c'est pas terminé. Et je préconise souvent de faire une sorte de petit passage
courage de la traversée du désert et de n'avoir personne dans sa vie pendant un moment pour justement se remotiver pour un nouvel homme ou une nouvelle femme.